En tout cas, Vladimir Poutine s'était précipité pour rejoindre Donald Trump, bien sûr, en Alaska, pour ce sommet en Alaska, ce sommet qui avait été hâtivement préparé, et même pas préparé du tout. Et en revanche, Vladimir Poutine se précipite beaucoup moins pour rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Et ça commence à en agacer plus d'un, notamment aux États-Unis, et notamment Donald Trump. Voilà cette indiscrétion que je vous lis, qui a été dite à Axios par un haut responsable de la Maison-Blanche. Trump envisage sérieusement de se retirer des efforts diplomatiques jusqu'à ce que l'une ou l'autre des deux parties commence à faire preuve de plus de flexibilité. Donc là, Général Dutartre, est-ce qu'on a droit à un énième revirement de Donald Trump? Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Donald Trump est un sombre idiot et qu'il ne comprend rien à rien et qu'il est toujours en train de faire... Je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit. Je pense qu'il sait parfaitement aussi ce qu'il ne dit pas et qu'il n'a rien envie de dire de très... il ne veut pas livrer tout à la presse et il nous fait mariner. Et d'ailleurs, nous marchons. Mais là... nous marinons. Oui, nous marinons. Vous avez raison. Nous marinons. Mais là, la perspective qu'éventuellement il se retire, il soit lassé, il soit agacé, et on sent quand même qu'il y a un petit flottement entre l'Europe et les outre-Atlantique. Oui, on a eu une séquence diplomatique incroyable, en fait, rarement vue d'ailleurs dans l'histoire, en tout cas moderne. Qui l'a insufflé ? Et qui l'a insufflé ? C'est le président Trump, quand même. Eh bien, voilà. Et donc, après Alaska, on se souvient de la rencontre de Zelensky il y a 12 jours, maintenant 13 jours, à Washington. Ça fera 15 jours lundi, oui. Ouais, ça fera 15 jours lundi. Mais tout ça, pourquoi ? En fait, c'est vrai, on se pose des questions. Alors, le gros intérêt, c'est que l'Europe a été unie. En tout cas, elle a fait une action diplomatique assez remarquable, tous ensemble, même si on avait l'impression quand même que c'était le professeur et les élèves. Il n'empêche que le côté positif, c'est qu'ils étaient là. Mais effectivement, pourquoi ils étaient là, les Européens ? C'est pour soutenir le président Zelensky de ne pas accepter une reddition. Et ce qui est terrible avec le président Poutine, c'est qu'il embobine un peu notre cher président Trump, enfin notre cher entre guillemets, mais il nous coûte cher aussi. Donc, en lui disant, je vais négocier quelque chose, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Trump, il ne rêve que d'une seule chose, c'est de dealer avec Poutine. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés en Alaska. Mais exactement. Et lui, il veut dealer et il n'arrive pas finalement à trouver les bons points en fait pour avancer dans surtout les Européens qui le gênent de plus en plus. Je poursuis avec cette autre indiscrétion de la Maison-Blanche. Écoutez bien, parce que là, c'est quand même un peu fort de café. Voilà ce qu'a dit ce responsable américain. Nous allons rester les bras croisés et observer. Laissons-les se battre un moment et voyons ce qui se passe. Alors là, franchement, pardon, Sylvie, les bras m'en tombent. Laissons-les se battre, mais comme s'ils ne se battaient pas déjà depuis 3 ans. Non, tout à fait, mais ça, il l'a déjà dit. Il dit c'est les enfants dans une cour d'école. Oui, on va y revenir aux enfants. Il ne fait pas la différence, effectivement. Mais pourquoi il le dit, à votre avis ? Pourquoi cette métaphore des enfants qui se battent dans la cour d'école ? Mais parce qu'il ne comprend rien à cette guerre, je pense. Merci. Il considère que c'est une guerre absurde, d'ailleurs c'est vrai. C'est-à-dire il ne comprend pas les détails de la guerre, bien évidemment, et il veut surtout la stopper. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, ce qui est évidemment une erreur, mais en fait, au départ, et c'est pour ça qu'il a dit je vais le régler en 24 heures, il se dit je m'entends bien avec Poutine, donc je règle le cas Zelensky et ce qui explique ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, c'est son art du deal, on tape fort jusqu'à ce que l'autre cède, et ensuite il se dit je vais faire une offre économique importante et de coopération importante à Vladimir Poutine, de même que sa réhabilitation sur la scène internationale, ce qui prouve d'ailleurs que Vladimir Poutine ne s'intéresse pas à l'économie, c'est que tout ce qui avait été offert, c'était un pont d'or. Et il l'a refusé. Et il l'a refusé malgré tout. Et là, donc, Donald Trump est un peu désabusé. Je pense qu'il n'arrêtera pas, mais il va menacer périodiquement d'arrêter, puis disant aux Européens, vous me critiquez, mais qu'est-ce que vous faites ? Et donc, mais je pense qu'il veut son prix Nobel et vous pensez qu'il pense qu'à ça ? l'emmènera au paradis. Non, mais il y a un engagement devant son électorat MAGA aussi. Je pense qu'il n'arrêtera pas. Il peut arrêter à un moment en disant maintenant vous vous débrouillez.
mais il a de la suite dans les idées, malgré son caractère erratique. Mais Vincent Cauzet, mais Zelensky, président ukrainien, a été considéré comme un obstacle majeur pour arrêter cette guerre. Mais maintenant, on a quand même l'impression que c'est nous, les Européens, qui sommes considérés comme un obstacle. Mais petit à petit, Trump se heurte au principe de réalité. Il le rencontre au fur et à mesure de ses dénis. Donc il a dénié la capacité de Zelensky à conduire la résistance et la défense ukrainienne. Il s'est rendu compte que Zelensky était quand même un type qui avait de la personnalité, du caractère, et qui ne se laissait pas manipuler aussi facilement. Ensuite, il a dénié aux Européens la capacité de venir en soutien à l'Ukraine et de venir comme une puissance aussi diplomatique importante. Il nous a un petit peu traités comme des gamins, comme le disait Patrick tout à l'heure, comme un prof avec ses élèves à la Maison-Blanche, alors que nous avons su faire front uni et on ne s'est pas laissé diviser par les manœuvres américaines. Donc voilà, petit à petit, il rencontre le principe de réalité. Je suis d'accord avec Sylvie, il ne va pas lâcher le truc parce qu'il ne va pas lâcher le grip, parce que lâcher le grip, c'est perdre de l'influence et c'est perdre aussi sa capacité de rapport de force vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des Ukrainiens aussi. Alors, revenons un instant sur Donald Trump et sur ce qu'il dit à propos des enfants. De la cour de récréation, disons. Voilà la citation. Dans la cour de récréation, il y a un enfant et un autre qui se battent. Ça, c'était aujourd'hui que Trump l'a dit. Ils se détestent, ils agitent les bras, ils gesticulent. Vous voulez qu'ils arrêtent, mais ils continuent. Au bout d'un moment, ils sont très contents d'arrêter. Vous comprenez ? C'est presque comme ça dans la guerre en Ukraine, c'est ça qui veut dire. Parfois, il faut qu'ils se battent un peu avant qu'on réussisse à les arrêter. Je vous rappelle que c'est pas la première fois que Donald Trump file cette métaphore de la cour de récréation, puisque voici ce qu'il avait dit il n'y a pas si longtemps. On l'écoute. Parfois, vous voyez deux jeunes enfants se battre comme des fous. Ils se détestent et se battent dans un parc, mais ils ne veulent pas être séparés. Parfois, il vaut mieux les laisser se battre pendant un moment, puis les séparer. J'ai donné cette analogie à Poutine hier. J'ai dit, « Monsieur le Président, vous allez peut-être devoir continuer à vous battre. Et ça va être dur, car les deux parties souffrent, avant que vous ne puissiez les séparer, avant qu'elles n'acceptent d'être séparées. Mais c'est une analogie assez connue. Vous avez deux enfants, ils se battent, se battent, se battent. Parfois, vous les laissez se battre pendant un petit moment. » Aurélien Duchesne, c'était donc au lendemain du sommet en Alaska. Là, donc il persiste et signe. C'est-à-dire que Donald Trump a l'impression que quand il parle de ses enfants qui se battent dans la cour, tout le monde comprend. Mais au contraire, personne ne comprend. C'est-à-dire que, en fait, ce que Trump ne comprend pas, c'est qu'en Europe, on ne peut pas accepter cette métaphore. Quelque chose à comprendre, c'est que, vous savez, quand on a l'habitude d'entendre depuis 3 ans nos chefs d'État à nous expliquer qu'il y a un agresseur à un agressé, ça nous semble être un truc, c'est une banalité sans nom. Sauf que ce n'est pas le cas pour Trump. Jamais Donald Trump, depuis qu'il est revenu aux affaires, ni même durant sa campagne électorale, jamais Donald Trump n'a dit qu'il y avait un agresseur, la Russie, et un agressé qui est l'Ukraine. Et dans cette métaphore des enfants, il renvoie Russes et Ukrainiens dos à dos. Il rejette les torts et sur les uns et sur les autres. Ça, c'est plutôt cohérent, d'ailleurs, cette métaphore infantilisante. Et l'autre chose que dit Trump, c'est que Trump est absolument persuadé, quand on écoute son discours, mais aussi celui de personnes comme J.D. Vance, il est dans l'idée que les torts sont partagés, que c'est après tout l'Ukraine et peut-être le juste boutisme, soi-disant, des Européens et des Américains qui ont provoqué l'agression russe. Donc derrière cette métaphore infantilisante, le pire, à mon sens, c'est que Trump reste dans l'idée que cette guerre est de la faute des deux belligérants et aussi quelque part la nôtre. C'est la guerre de Biden aussi, surtout. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est quelque chose. Et avant, c'était celle d'Obama. Arnaud Dubien, qu'ajoutez-vous ? Que c'est pour Trump, c'est la guerre de Biden. Ça, c'est quelque chose qu'on a totalement sous-estimé. Sa lecture, elle est américano-américaine. Ça renvoie au jeu de pouvoir à Washington plus qu'aux réalités de terrain, me semble-t-il. Donald Trump, concernant ce fameux sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qu'il appelle de ses vœux et qu'il dit, je crois que c'est demain, nous sommes dimanche, après-demain, lundi, que s'achèvera le délai prétendument donné par Donald Trump pour que normalement ce sommet arrive, puisqu'on a l'impression que Donald Trump, lui, les sommets, il ne les prépare pas. C'est-à-dire, voilà, c'est une rencontre, c'est une envie, c'est un désir de part et d'autre, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, la diplomatie en Europe. Il a donné aujourd'hui une interview à un journal aux États-Unis, Donald Trump, et voici ce qu'il dit à propos de ce sommet. Une tripartite, alors une tripartite, c'est évidemment un sommet à 3, pardon pour ce mot assez terrible, devrait se produire, une bilatérale
Donc, sommet à 2, je ne sais pas. Mais à 3, oui, ça devrait se produire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il veut en être. Donald Trump pense qu'il doit être présent pour que le sommet ait lieu entre le président ukrainien et le président russe, Sylvie Berman. Oui, mais je pense que ça ne peut pas se produire autrement. Et si on se souvient d'un précédent, c'est la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'était parce qu'il avait été invité par le président de la République. À Genève ? Par le président de la République avec Angela Merkel en décembre 2019. Et ils ont eu un aparté de, je ne sais plus, c'était une demi-heure à peu près. Et je pense que c'est impossible autrement, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Ils ne vont pas se mettre d'accord comme ça, tout seuls. Donc c'est inévitable que Donald Trump soit présent. Moi, je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. On ne sait jamais, tout peut arriver. Ludmila, vous êtes d'accord ? Mais je pense que, justement, il y a les positions de la Russie et de l'Ukraine. Ils sont tellement loin l'un de l'autre et ils n'ont pas évolué. Poutine n'a pas évolué sur aucun des points depuis 3 ans et demi. Alors, mais côté ukrainien non plus. Non, parce que pour nous, ça va signifier la reddition. Du coup, ce qu'on pourrait se dire l'un l'autre, Poutine va dire alors... Reddition, nous on va dire un peu les mots qui étaient envoyés par les marins ukrainiens en notre... Ah oui, je me souviens. Oui, on navire russe, et voilà. Ça ne se dit pas à l'antenne. Voilà, c'est très... C'était quoi les mots Ludmila, lancez-vous. Mais c'était une insulte. Vous vous souvenez très bien, Vincent Crozet. Vincent a employé le mot à la télé, le F-mot. Mais... Non, mais voilà, the F-word, comme on dit en anglais. D'où l'importance pour Trump. Il veut forcément cette rencontre-là, mais sauf que pour cette rencontre-là, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a des bases, il y a des discussions, il y a un point qui pourrait être signé ou autre. On pourrait rien signer avec la Russie aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, c'est pas le but. Oui, mais alors pourquoi Volodymyr Zelensky dit qu'il veut absolument cette rencontre ? Oui, je pense que c'est pour montrer que c'est l'autre partie qui va jamais accepter de le rencontrer. Je vous rappelle. Donc ça n'est pas parce qu'il la souhaite. Poutine, il a dit pour plusieurs reprises que Zelensky n'est pas légitime. C'est pas un président légitime en Ukraine. Oui, il ne dit, le nomme pas. Pour lui, Zelensky, il manque de la légitimité. Alors, aujourd'hui, je pense aussi c'est une sorte de déception personnelle de Poutine, parce que lui, il comptait sur le fait que quand Zelensky vient au pouvoir, ce ne sera pas Poroshenko qui était très contre justement cette lignée russe, et qu'il pourrait le ménager, que finalement, l'Ukraine que Poutine voulait obtenir, il pourrait l'avoir. Il ne l'a pas eu. Vraiment. Sylvie Berman. Alors, en fait, puisque j'étais à Moscou à ce moment-là, mon souvenir, c'est que Volodymyr Zelensky s'était engagé à régler le problème avec la Russie, sa campagne électorale, mais que jamais Vladimir Poutine n'a accepté de le prendre au téléphone. Et il est arrivé à un moment, il ne prononçait même pas son nom. On s'était dit, Poroshenko, c'est terminé, ça sera différent. Mais ça n'a pas été différent. Et donc, son problème, c'est pas uniquement par rapport à Zelensky, c'est par rapport à l'Ukraine, à son État. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème humain. On n'en parle jamais, mais autant Poutine et Trump, entre guillemets, c'est bizarre, mais ont un certain respect, entre guillemets, une admiration l'un pour l'autre, autant Poutine méprise profondément Zelensky. On sent bien qu'il y a un contact physique qui n'est même pas possible, en fait. Il le regarde, il ne peut même pas le regarder, tellement il le méprise. Et ça transparaissait dans la réunion de 2019. C'était incroyable à l'Élysée. On voyait bien, il ne le regardait pas, il était là, il cherchait autre chose. Et c'est la même chose. Donc il ne rencontrera le président Zelensky que contraint et forcé en présence du président américain. Vladimir Poutine. Et quand tout sera réglé, effectivement. Et ce serait bien qu'on soit là aussi, nous les Européens. Mais ça n'aura pas lieu. Une quadrilatérale. Alors voilà. Alors donc, bilatérale, on passe à une trilatérale, une quadrilatérale, mais donc du coup, il n'y aura rien, oui, effectivement. De toute manière, il n'y aura rien. Et je pense que Trump... vous dites de toute manière, il n'y a rien. Alors hier, sur ce plateau, c'est la même chose. De toute manière, ça permet de gagner du temps, évidemment. C'est un risque. On sait que l'organisation de ce sommet est illusoire. Se gèle, en fait. Enfin, quand on dit il n'y aura rien, c'est qu'on n'est pas capable de le traiter, de trouver des solutions diplomatiques et encore moins des solutions militaires pour le moment. Arnaud Dubien, je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. Non, il est illusoire, à mon avis, de prétendre vouloir contraindre Poutine à rencontrer Zelensky s'il ne le souhaite pas. Donc, et même Trump n'a pas... Mais n'a-t-il pas dit qu'il le souhaitait ? Non, il était ouvert, mais encore une fois avec les conditions habituelles, c'est-à-dire c'est pour signer un accord définitif qui en réalité est une il n'existe pas. Oui. Donc il ne le souhaite pas. Donc voilà, Poutine ne verra pas Zelensky, c'est effectivement le plus probable, mais dans le jeu
triangulaire. Il s'agit de faire porter le chapeau à l'autre, finalement. Donc Zelensky essaie de faire porter le chapeau à Poutine aux yeux de Trump et vice-versa. C'est ça le jeu actuellement. Alors, ce qui coince vraiment quand même dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un point capital, c'est le cœur du réacteur, ce sont les fameuses garanties de sécurité. Là aussi, ce sont des garanties de protection que l'Ukraine voudrait obtenir. Ce à quoi la Russie répond également qu'elle veut des garanties de sécurité. Tout le monde en veut. Et une fois de plus, eh bien, les États-Unis, puisqu'on est quand même tous d'accord sur ce plateau pour dire que même s'il est qui il est, Donald Trump, même s'il n'y arrive pas, il est celui qui, pour le moment, a fait le plus avancer les choses. Eh bien, il va perdre patience puisqu'il a dit, les Européens pousseraient Zelensky à attendre, il en veut beaucoup à nous autres Européens ces derniers jours, sont en train de pousser Zelensky à attendre un meilleur accord. C'est une approche maximaliste qui exacerbe la guerre. Aurélien Duchesne. Non mais là, j'insiste quand même sur ce point ce soir, parce que nous sommes maintenant accusés d'exacerber la guerre. C'est-à-dire qu'on est inflexible. D'abord, c'était toute l'ire de Donald Trump était focalisée sur Zelensky, et maintenant, c'est plutôt les Européens. Il est réceptif d'ailleurs à ce qui est devenu un leitmotiv déjà de la télévision russe, qui, au début de la guerre, expliquait que ce sont les anglo-saxons, américains et britanniques qui veulent résister jusqu'au dernier Ukrainien, alors que c'était à l'époque où la France et l'Allemagne n'étaient pas du tout sur une position maximaliste à vouloir négocier avec Poutine. Et maintenant que les Européens font bloc, à commencer par la France, dans l'idée qu'il ne faut pas transiger, par exemple, sur l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine, que dit la propagande russe, notamment à la télévision? Que les Américains, c'est au fond ce nouveau partenaire responsable avec qui on peut rebâtir une relation, et que ce sont les Européens qui sont des pousseaux de crime et des battants de guerre qui veulent absolument une guerre nucléaire. Il y a une dernière chose, enfin, c'est quand vous regardez, y compris auprès de la fameuse alt-right autour de Trump, de cette extrême droite américaine, ils reprennent des narratifs tels que l'idée, par exemple, que les Ukrainiens voulaient signer la paix, soi-disant, en avril 2022, à Istanbul, et que ce sont les Européens, notamment Boris Johnson, qui auraient empêché l'Ukraine de parvenir à la paix. Ça, ce narratif, malheureusement, il marche beaucoup. Pour terminer, vous regardez ce que disent les trolls russes sur les réseaux sociaux, y compris sur la chaîne YouTube de LCI quand ils nous attaquent. Ils expliquent que ce sont les Européens qui prolongent la guerre. Ils font des commentaires sur la chaîne YouTube, bien sûr. Ils nous saturent de commentaires. Ça infuse dans l'opinion. Sauf qu'il y a quand même un vrai problème, c'est que l'Ukraine, elle a fait un énorme travail pour faire comprendre aux Européens que leur défense à eux dépend d'Ukraine. Et qu'il oui, on se souvient de cette communication massive là-dessus. Les Européens acceptent et adoptent la position maximaliste de l'Ukraine. On a réussi. Et ça, c'est vraiment une vraie victoire de l'Ukraine et de la diplomatie ukrainienne. Aujourd'hui, Ludmilla, vous avez réussi. Si on aboutit à quoi? Si les Européens font bloc avec l'Ukraine, on est beaucoup plus probable d'atteindre nos objectifs, même si maximalistes qu'ils peuvent paraître au Trump, que si c'était l'Ukraine toute seule. Parce que si l'Ukraine elle était toute seule, Trump, avec les Européens, aurait pu plier Zelensky beaucoup plus facilement. Donc vous pensez que ça va aboutir à quelque chose, bien évidemment? Oui, avec les Européens, si on fait bloc, je pense que déjà on est plus fort ensemble. L'Europe elle est plus fort avec l'Ukraine. Et l'Ukraine, elle est plus forte avec l'Europe. En tout cas, ces accusations de la part de Washington que l'Europe est maximaliste ont évidemment trouvé un terrain fertile en Russie, puisque il y a eu à quelques heures à peine un tweet de Kirill Dmitriev. Alors Kirill Dmitriev, Sylvie, on le connaît, c'est un personnage important maintenant de la hiérarchie du Kremlin, qui était présent à toutes les dernières rencontres, qui est russe bien évidemment, mais qui a été élevé aux États-Unis. Voici ce qu'il a écrit. Même Washington le voit désormais, les dirigeants de l'Union européenne prolongent le conflit en Ukraine avec des exigences impossibles. L'Union européenne devrait cesser de saboter un véritable processus de paix. Elle devrait privilégier la diplomatie plutôt que les faux discours. Les fauteurs de guerre de l'Union européenne sont démasqués. Arnaud Dubien, vous n'êtes pas étonné, c'est un discours que vous entendez tout le temps à Moscou, mais il y a maintenant quand même comme une espèce de ligue russo-américaine. Est-ce depuis ce sommet en Alaska? Non, c'est pas nouveau. On voit que chez Trump, la tentation de ne pas justement attribuer la faute à Poutine, c'est quand même le fil rouge de sa politique. L'autre fil rouge, c'est qu'il veut se désengager de l'affaire ukrainienne. Et donc, il n'est pas incohérent en réalité. Alors côté russe, je pense qu'il y a un vrai calcul. Effectivement, que Trump se lasse et se désengage, mais se désengage en réduisant l'aide. Et par ailleurs, la victoire diplomatique ukrainienne
que cette victoire diplomatique ukrainienne, c'est-à-dire le fait que l'Europe, la France en particulier, ce que vient de décrire Ludmila Toteva, pleinement derrière l'Ukraine, se transforme en piège et que la défaite qu'il imagine inéluctable de l'Ukraine devienne la défaite stratégique et politique de l'Europe. C'est ça le calcul de Poutine. Est-ce que ça aura lieu? Je ne sais pas. Mais le piège, vu au Kremlin, c'est celui-ci.